nouvelle bombe a été larguée ce 3 juillet à Maloulou, à 12 km de Minova, par le rebelle du M23. De l'autre côté, à Lubero, une trentaine de militaires étaient à la barre pour avoir fouillé une plainte en gestation contre les auteurs des crimes dans la guerre que subit la RDC. Le président de la Commission nationale de droits de l'homme en a fait part à la première ministre ce 3 juillet. Au ministère de l'Éducation nationale, les agents de 4 directions étaient en sit-in ce mercredi. Ils accusent la ministre Raissa Malou d'avoir supprimé la prime equity laissée par son prédécesseur. Merci de nous choisir pour vous informer, Madame, Messieurs. L'actualité, on commence à l'est de la République démocratique du Congo, où une bombe a été larguée ce mercredi 3 juillet 2024 par le rebelle du M23 dans le village de Maloula, à 12 km de la cité de Minova, où un moment d'intenses combats se poursuivent en territoire de Lubero entre la coalition M23, entre la coalition FARDC Wazalendo contre le rebelle du M23. Rachela Dassaliwala. Encore une autre bombe larguée par les rebelles du M23 sur les maisons des populations dans les villages Maloula, à 12 km de la cité des Minova. Pendant ce temps, des nouveaux affrontements sont signalés à environ 10 km de Kasségué sur la route qui mène vers Boutembo. Jusqu'à Kassé, toutes ces entités sont entre le mains du M23. Mais en ce moment, il y aurait affrontement entre M23 et FARDC au niveau de Matembe. En tout cas, Matembe, une dizaine de kilomètres après Kassé, on a l'affaire Boutembo. Sans vous mentir, de Kanyabaonga à Kassé, c'est M23. D'ailleurs, hier, quelques éléments du M23 sont allés à Kikuo, Kikuo Kamandi. Il y avait encore quelques Wazalendo. C'était pour disperser ces quelques Wazalendo. Mais ils n'y ont pas passé une nuit. Ils sont encore rentrés sur Kirumba. Nous avons la peur au ventre. La population a de la peur au ventre. La population a une sorte de peur. Bon. La population appelle les autorités à prendre à bras le corps cette situation qui leur ôte la paix. Et restons dans la province du Nord Kivu, plus précisément à Lubero. Une trentaine de militaires à la barre ce mercredi 3 juillet 2024. Il leur est reproché d'avoir fouillé le front, laissant ainsi libre parcours aux rebelles du M23 à Lubero. Ces FARDC sont en procès en flagrance organisé par l'auditorat de garnison de Boutembo. Commentaire Rachel Adassaliwala. Ils sont poursuivis pour fuite devant l'ennemi, dissipation des munitions de guerre et pillage sur la ligne des fronts dans les territoires de Lubero où les rebelles du M23 ont pris le contrôle de plusieurs localités ce dernier jour. La nouvelle est rapportée à la presse par les porte-paroles du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord dans une note d'information. C'est une audience publique à la ligne des fronts pour juger les militaires fuyards ayant pillé les biens de la population, rapporte la note du lieutenant-colonel Mak Azukai, porte-parole de l'armée dans la région. Parmi la trentaine des prévenus figurent aussi 4 femmes. Tous sont auditionnés par l'auditorat des garnisons de Boutembo dans la matinée de ce mercredi 3 juillet 2024. À part la fuite de la ligne des fronts, ils sont accusés des pillages des biens de la population. Il faut dire que ces soldats sont sanctionnés selon la loi de la République démocratique du Congo. La Commission nationale de droits de l'homme envisage de porter plainte contre les auteurs des crimes dans la guerre d'agression que subit la République démocratique du Congo dans le nord Kivu et le sud Kivu. Son président en a fait part à la première ministre Judith Suminwa Tuluka. C'était au cours de l'audience lui accordée ce mercredi 3 juillet 2024 au cabinet de travail de la chef de l'exécutif national, Patrick Isso. Du retour de sa tournée dans l'est du pays, la première ministre a aussitôt alerté la CNDH sur les cas de violation massive des droits de l'homme dans cette partie du pays pour des solutions idoines. Son interlocuteur a de ce fait noté que son institution envisage de présenter cette situation au niveau des instances internationales pour que justice soit faite. La situation de l'invasion, des attaques, le conflit armé, et toutes ces questions, les attaques surtout du Rwanda et même de l'Ouganda. Vous êtes sans ignorer que nous sommes attaqués, nos populations subissent vraiment des conséquences énormes à l'est du pays. Et c'est dire que de ce côté-là, la situation n'est pas guère reluisante et nous sommes en train de nous organiser pour argumenter davantage et nous présenter au niveau des instances internationales
avec cette situation et pour que justice soit faite à la RDC et sa population. La situation socio-économico-politique a également été débattue dans le but de dégager des pistes de collaboration entre les deux institutions pour améliorer la situation des droits de l'homme. Les difficultés que rencontre la CNDH ont été présentées à la Première ministre qui a promis de s'impliquer. Nous avons aussi parlé du fonctionnement, des difficultés qui sont celles d'une institution comme la nôtre et par rapport aux attentes de la population, aux attentes des autres collègues responsables des institutions publiques. Ce que nous avons constaté, c'est qu'on est sur la même longueur d'onde. La CNDH, en tant qu'institution d'appui à la démocratie, veille au respect des droits de l'homme et des mécanismes de garantie de liberté fondamentale. La fondation Denise Nyakeru Tshisekedi tient à la réalisation de ce programme avec le soutien du gouvernement central. Sa présidente Denise Nyakeru Tshisekedi en a discuté avec la première ministre Judith Suminwa Tuluka. C'était au cours d'une audience de travail de plaidoyer tenue le mardi 2 juillet à la primature. Patrick Issou revient. Elle est arrivée à la primature avec un bouquet de fleurs qu'elle a aussitôt remis à la première ministre. C'est une toute première rencontre entre la chef du gouvernement Judith Suminwa et la première dame Denise Nyakeru. Dans la salle de réunion où elles se sont retrouvées, les deux personnalités ont échangé sur des préoccupations importantes de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. On notera le soutien gouvernemental au programme Excellencia et la prise en charge des personnes souffrant de la drépanocytose. Une séance de travail qui procède de la volonté de la première dame de faire le suivi des plaidoyers qu'elle mène dans le cadre de sa fondation. En effet, on a été reçus aujourd'hui par la Première ministre, premièrement pour la féliciter par rapport à sa nomination et aussi par rapport à tous les suivis de nos plaidoyers qu'on a déposés. Et maintenant, on est venu juste pour un rappel par rapport à nos plaidoyers. Bien sûr, nous attendons une suite favorable dans les jours à venir. Bon, ça dépendra aussi du moment qu'elle prendra avec le gouvernement pour discuter par rapport à nos plaidoyers. Denise Nyakeru Tshisekedi attend une suite favorable de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Il faut ajouter que déjà, l'un des combats de la première dame sur l'accès des femmes à des postes de responsabilité dans différentes institutions du pays a porté ses fruits. Au sein du gouvernement Suminwa, 31% de femmes s'y trouvent, contrairement aux 27% du gouvernement précédent. Et toujours dans le même chapitre, en 5 ans, en République démocratique du Congo, la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi a réalisé deux projets qui portent de fruits à ce jour. L'appui au secteur de la santé avec le soin administré aux malades de la drépanocytose et la bourse Excellencia en sont des exemples. Le coordonnateur de cette fondation en a fait savoir à la presse au sortir de la séance de travail avec la première ministre. C'était bien sûr le mardi 2 juillet 2024. Regardez. Cette même séance a été élargie aux collaborateurs de ces deux personnalités. Du côté de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, son coordonnateur Joël Makubikwa a fait un état des lieux du programme de la drépanocytose mené en RDC. À ce jour, on ne peut pas dire qu'on est déjà arrivé, mais on n'est pas non plus là où nous étions il y a 5 ans. Aujourd'hui, sur les différents plaidoyers que porte la Première Dame, on a pu voir dès l'instant où elle a pris cette question en charge, il y a la question de la sensibilisation, il y a beaucoup de structures, il y a beaucoup d'ONG qui aujourd'hui parlent de la drépanocytose, ce qui est déjà une très bonne chose, une très bonne avancée, parce que plus on parle de la question, plus on sensibilise et de meilleurs résultats on va voir sur le terrain, premièrement. Deuxièmement, comme on a pu le voir, le centre de médecine mixte et d'anémie SS, le centre Mabanga Yolo, a été complètement réhabilité. L'état dans lequel ça se trouve actuellement, je pense que les malades qui y sont soignés n'ont rien à envier de ce qui se passe à l'extérieur. Donc on peut dire qu'il y a quand même eu des pas considérables et nous sommes en train d'avancer. Il en est de même du programme Excellencia qui totalise à ce jour 5 ans. Aujourd'hui, c'est après 5 ans, donc notre 5e édition, nous sommes aujourd'hui à 313 boursiers qui sont inscrits à l'international, tout comme dans nos universités locales. La plupart d'entre eux sont des meilleurs dans leurs universités, dans leurs filières. Ils font partie des meilleurs qui sont formés. Excellencia, après 5 ans, c'est aussi des jeunes qui reviennent au pays pour faire des stages, mais aussi des locaux qui sont déjà là, qui sont en train de rallier formation académique et formation professionnelle pour qu'ils puissent être vraiment très très utiles, parce que l'objectif c'est de
créer des citoyens, c'est mettre à voir des citoyens qui vont présider à la destinée de notre nation. À noter que le ministre de la Santé, celui de la Recherche scientifique, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire ainsi que celui de l'Éducation nationale ont pris part à cette séance de travail. Parlons autre chose, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemaine Chabani, a échangé mardi avec l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique. Celle-ci a souligné que la rencontre s'inscrivait dans le cadre du renforcement du programme de formation de la police de proximité après le départ de la MONUSCO. Ida Maloba. En dépit d'une visite de courtoisie, la diplomate américaine a révélé combien il était important d'échanger avec le VPM de l'Intérieur autour du déploiement d'un dispositif de police nationale en remplacement de la MONUSCO. En fait, c'était un entretien une visite de courtoisie avec le nouveau ministre pour renouveler les contacts avec lui, pour le féliciter, mais aussi pour réitérer notre volonté de travailler très étroitement avec lui et toute son équipe. Nous gérons déjà un programme assez important d'assistance pour la police nationale, un programme de formation, un programme d'équipement, un programme pour aider la police de proximité. Nous avons parlé un peu de l'importance d'avoir un dispositif de police pour remplacer la MONUSCO à le départ de MONUSCO. Et nous étions, nous deux, totalement d'accord que ce que la population veut, c'est la présence de la sécurité civile pour sauvegarder la communauté. Donc voilà, c'était une très bonne discussion et nous, les États-Unis, nous sommes prêts à continuer cette assistance et nous attendons de renforcer cette collaboration. Il faut noter que les deux personnalités se sont mises d'accord sur la question, étant donné que la population a besoin de plus de sécurité sur le terrain. Le mouvement citoyen Lutte pour le changement au Lucha dénonce la tracasserie, les tortures, les arrestations arbitraires et bien d'autres abus pendant la patrouille mixte FARDC Police. Cette structure a formulé quelques demandes auprès des autorités militaires et la population de la province de l'Ituri pour des solutions aux problèmes. On fait le point avec Rachel Adassaliwala. Il est constaté depuis un certain temps des violations graves et des droits de l'homme et des traitements inhumains et des dégradations pendant la patrouille mixte police FARDC en Ituri. À cela s'ajoutent les arrestations arbitraires par ces patrouilleurs à partir de 19h30 jusqu'à 21h juste, où les gens arrêtés sont sommés de payer des amendes exorbitantes pour des faits bénins au vu et au su du commandant de la PNC Mambasa. Surtout que ces gens arrêtés arbitrairement sont auditionnés par les services des renseignements de la police. Étant donné que la sécurité urbaine est en l'entièreté responsabilité de la police, la Lucha section Mambasa dénonce ces abus et ces comportements et demande ce qui suit. 1. Le remplacement du commandant de la police suite à ces abus, car la patrouille ne doit pas se transformer à une tracasserie au pillage des biens de la population. 2. Au commandant de la 31e brigade de punir les militaires qui s'en donnent à cette pratique d'extorquer la population car celle-ci est fatiguée et traumatisée. 3. À la population de continuer à dénoncer tout abus et violation commis par les services de sécurité car ils doivent améliorer leur façon de rendre service à la population. Enfin 4. L'organisation des patrouilles mixtes avec les jeunes pour limiter ces abus et violations des droits humains. Le ministre des Finances, Doudou Fouamba, a présidé le mardi 2 une réunion du comité de stabilité financière. Plusieurs points ont été abordés au cours de cette rencontre, notamment l'état actuel et les perspectives de stabilité financière en République démocratique du Congo. Regardez. Cette rencontre a réuni des personnalités clés, notamment la vice-ministre des Finances, la gouverneure de la Banque centrale du Congo, le directeur général de la Direction générale de la dette publique, le directeur général de l'autorité des régulations et de contrôle des assurances, ainsi que le directeur général de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. La réunion présidée par l'argentier national Doudou Fouamba a tourné autour de plusieurs points, notamment l'état actuel et les perspectives de stabilité financière en République démocratique
démocratique du Congo. Les discussions ont couvert en détail les secteurs bancaires, les secteurs des assurances ainsi que d'autres points clés du comité de stabilité financière. La Banque centrale a présenté une analyse approfondie du secteur bancaire, tandis que l'ARCA a fourni un rapport détaillé sur les marchés des assurances, soulignant des indicateurs prometteurs depuis la libéralisation du dit secteur. Le ministre des Finances a exhorté les membres du comité à renforcer leurs efforts pour faire du secteur financier un moteur de croissance pour les pays. Cette réunion marque une étape cruciale pour la stabilité financière et la croissance économique en République démocratique du Congo, reflétant les progrès positifs du secteur financier congolais. Parlons de cette information en bref. Trouble au ministère de l'Éducation nationale. Des agents de 4 directions, dont DGCE et RTEDIC, en colère. Ils accusent la ministre Raissa Malou d'avoir supprimé la prime laissée par Tony Mwabadi, prime Equity. Ces agents disent vivre que de cette prime et n'avoir presque pas de salaire. Selon le porte-parole de l'intersyndicale, tout le monde sera payé, sauf que l'enveloppe venue du ministère du Budget est passée de 7 milliards de francs congolais à 666 millions. Et en sport, la Ligue provinciale de natation du Haut-Katanga devra fonctionner normalement comme toutes les autres. Le délégué fédéral Alain Kilobo, dépêché à Lubumbashi, en a fait savoir aux membres du comité exécutif de cette ligue. Cette recommandation a été faite après l'organisation du tournoi Lipanda lors de la célébration de 64 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo. Regardez. Après l'organisation du tournoi Lipanda de natation à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, l'heure est à présent à l'évaluation des activités de la Ligue provinciale de natation du Haut-Katanga. Des réunions se sont enchaînées pour rectifier si possible le tir. D'abord, le comité exécutif s'est réuni avec le staff technique. Le but de cette rencontre, chercher à se mettre au pas, a fait savoir Alain Kilobo Kayembe, délégué fédéral. Comment il travaille? Ils travaillent dans quelles conditions? Est-ce qu'ils sont à l'aise? Est-ce qu'ils sont mal à l'aise? De quoi qu'il y a? Est-ce qu'entre eux, il y a amour, il y a cohésion, il y a, comment dirais-je, l'unité? Ça, c'était un. Et voir quelles sont les faiblesses que nous pouvons chercher comment améliorer. Et surtout aussi, essayer de répondre aux normes de tous les staffs techniques dans le cadre bien sûr de la natation au monde, en Afrique et en Afrique aussi. Enfin, les membres du comité exécutif ont fait le tour d'horizon du fonctionnement de la Lipronacat. La régularité des différents membres et leur réponse aux appels de la Ligue ont été scrutés. Jusque-là, les moyens ne viennent que des cotisations de membres comité. C'est vrai, quelqu'un peut ne pas cotiser, mais peut-être qu'il est présent et tout ça. Voir qui apporte quoi, qui ne fait rien, pour qu'au finish, qu'on puisse voir qui nous pouvons sanctionner, parce que nous sommes une discipline sportive. Nous avons besoin de voir des choses aller de l'avant. Si nous trouvons que vous êtes inactif, pourquoi vous gardez? Dans les prochains jours, certaines décisions seront prises pour essayer de redynamiser la Ligue provinciale de natation du Haut-Katanga. Les Aigles du Congo et la garde républicaine poursuivent leur montée en puissance au championnat de volleyball de Kinshasa. Ces deux clubs se sont imposés devant Free Boys et la police lors de leur confrontation. Ces derniers n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires. C'était le mardi 2 juillet 2024 au complexe de judo situé dans l'enceinte du commissariat général de la police nationale congolaise. Patrick, il se revient. Le championnat de l'entente provinciale de volleyball de Kinshasa se poursuit. Au complexe du judo situé dans l'enceinte du commissariat général de la police, les Aigles du Congo ici en bleu ont dominé Free Boys de vert vêtu sur le score de 3-7-1. Ils vont malmener leurs adversaires dans les 2 premiers sets avant de baisser les bras au 3e pour se faire surprendre. Les protégés de Vidier Chimanga reviendront au 4e set pour s'imposer et gagner la partie, a indiqué le capitaine des Bleus. Vous savez, premièrement, je dois glorifier le bon Dieu. Donc, comme je vous ai dit l'autre fois, les Aigles sont en train de monter toujours. Il faut s'attendre à beaucoup de choses.
que le président Didier Tchimanga sera content pour cette équipe de volleyball. Vous savez, pour moi, je n'ai jamais négligé des équipes. Pour moi, il n'y a jamais eu de petites équipes. On a joué avec des soupçons d'orgueil, comme on a vu Free Boys, c'est les derniers du championnat. On a essayé de faire de notre manière. Donc on a essayé de minimiser. C'est pourquoi ça nous a compliqué à la troisième set. Bon, du coup, on attend, après, peut-être demain on joue contre Madagascar, ils ne sont pas aussi mal. Et après, on parlera pour l'équipe de la garde républicaine. Ils sont bien. Donc on doit se préparer en conséquence. Il en est même de la garde républicaine en blanc qui a battu la police ici en jaune 3-7-1. Cette rencontre s'est presque déroulée de la même manière que celle d'avant. La garde républicaine a mené les 2 premiers sets avant de voir la police revenir à 1-7-2. On a fait une mauvaise entame de match et après avoir gagné 2 sets, on a malheureusement baissé notre garde. Surtout moi d'abord, le passeur. J'ai un peu baissé ma garde au niveau du 3e set qui nous ont pris, mais après on s'est réveillé pour prendre les 3 points et ne pas faire un partage de points. Ça a quand même compliqué la tâche, mais après on a trouvé des solutions. Vous avez vu vous-même la finalité. Oui, c'est un jeune joueur, il est encore au centre de formation, mais on commence à les intégrer petit à petit. Et quand un petit est sur le terrain, il faut le faire plaisir. Voilà, donc c'était ça mon but, le faire marquer un point et le faire célébrer. Un autre match joué au parquet du commissariat général de la police est celui qui a vu Madaka battre Green Team 3-7-1. Et un tour en international pour finir, au moins 8 morts dans les frappes près de Rafah. Les Palestiniens déplacés de l'est de Gaza ont continué à fuir mardi. Ce dernier monte de tentes dans d'autres secteurs au sud de la ville suite à l'ordre d'évacuation israélien émis lundi. Regardez. Cet ordre d'évacuation laisse présager un retour imminent des troupes israéliennes dans la région. Israël avait mis fin à l'offensive dans l'est de Gaza plus tôt cette année, retirant la majorité de ses forces. Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU a exprimé la profonde préoccupation de ses collègues face à ce nouvel ordre d'expulsion. Stéphane Dujarric a souligné qu'une telle évacuation ne fera qu'aggraver les souffrances des civils et augmenter les besoins humanitaires. Les gens se retrouvent devant le choix impossible de devoir se réinstaller, souvent pour la 2e ou 3e fois, dans les zones où il n'y a pratiquement pas d'espace ni de service, ou de rester dans des zones où ils savent que les combats auront lieu. Mardi, une frappe aérienne israélienne a tué au moins 8 personnes, dont 4 enfants et 2 femmes, près de Rafah, selon les autorités hospitalières locales. Les victimes étaient des déplacés qui avaient fui leur maison lundi. Depuis octobre 2023, au moins 37 925 personnes ont été tuées et 87 141 ont été blessées. Avant de se quitter, prenons tout d'abord le rappel de grands titres. Une nouvelle bombe a été larguée ce 3 juillet à Maloulou, à 12 km de Minova, par le rebelle du M23. De l'autre côté, à Lubero, une trentaine de militaires étaient à la barre pour avoir fouillé une plainte en gestation contre les auteurs des crimes dans la guerre que subit la RDC. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme en a fait part à la première ministre ce 3 juillet. Au ministère de l'Éducation nationale, les agents de 4 directions étaient en sit-in ce mercredi. Ils accusent la ministre Raissa Malou d'avoir supprimé la prime equity laissée par son prédécesseur. Je vous retrouve demain à 19h30, toujours sur Vert Pâturage Télévision. Mais entre-temps, à 13h, vous serez avec Shadrach Pantachumba pour le bulletin d'info. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Bonsoir chez vous.